Bienvenue sur la FM 100.9, retour sur la politique ce samedi, puisqu'on reçoit Gilles, on reçoit Jean-François Barnier, le maire du Chambon-Feugerolles après, et aussi conseiller départemental, et nous avons reçu samedi dernier le président du conseil départemental, Georges Gigler. Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Rendez-vous avec la politique. Cette semaine on fait escale dans l'Ondelle, on est dans la ville du Chambon-Feugerolles. On reçoit le maire, monsieur Jean-François Barnier, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Loire FM. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, toujours avec plaisir de dialoguer. J'ai noté qu'au Chambon-Feugerolles, c'est une ville qui a un peu plus de 12 000 habitants. Pratiquement 13 000. Pratiquement 13 000. Comment on fait, tiens, je vais vous poser une question, on va démarrer dans le vif du sujet. Comment on fait pour attirer du monde dans sa ville? Comment on fait pour attirer des entreprises et des nouveaux habitants? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Oh, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Simplement, en ce qui concerne les habitants, c'est essentiellement l'urbanisme qui doit jouer. Alors, l'urbanisme, on s'inscrit dans la durée. Comme on dit, on commence déjà à enlever les friches et ensuite on reconstruit et on remodèle un peu on remodèle le paysage. Comme je dis souvent, en urbanisme, on n'est jamais payé cash. Il faut toujours attendre quelques années de façon à ce que le nouveau dessin de la ville puisse... c'est des graines qu'on plante pour le futur? Ben oui, c'est des graines que l'on plante pour le futur. C'est vrai que les maires, on est souvent le nez dans le guidon, hein, et en disant on essaye de gérer l'immédiat, mais le rôle du maire, c'est de se projeter dans l'avenir. En ce qui concerne les entreprises, c'est tout autant compliqué, bien entendu. Les débuts de mes mandats, je dis bien de mes mandats, j'ai essayé de mettre en place des zones d'économie. C'est la première que j'avais mis en place, c'était la zone du Bec, à la lisière avec Firminy, cette vaste zone du Bec qui maintenant est propriété de Saint-Étienne Métropole puisqu'elle est remontée. Et puis en tant que vice-président Saint-Étienne Métropole, Michel Thiollière m'avait confié les zones d'économie. Je travaillais avec Christian Cabal qui était adjoint à l'économie, mais lui chargé des gros projets nationaux voire internationaux. Et moi tout simplement j'étais en charge de mettre en place les zones communautaires de Saint-Étienne Métropole, les zones économiques communautaires. Et la première qu'on a mis en place, c'est celle de Morambert-Pigeot. Je vous laisse voir le résultat, maintenant elle est complète et on a créé beaucoup d'emplois, tout autant qu'il y en avait à la fin du Puy-Pigeot. Est-ce que vous avez des chiffres? Alors la zone de Morambert-Pigeot, je crois, a 900 salariés. Ouais. Et la zone du Bec, à peu près 750. Très bien. Alors moi j'ai noté que Jean-François Barnier, vous m'avez dit en arrivant que vous étiez quelqu'un d'assez indépendant, mais vous êtes quand même étiqueté divers droite. Est-ce qu'on peut dire étiqueté? Oui, écoute, un centriste, il va du côté où a le vent, comme on dit. C'est pas vrai, non, c'est pas du tout ça. C'est vrai que j'étais adhérent à l'UDF à une certaine époque. Quand Jean-Louis Borloo a repris l'UDI, j'ai adhéré, puis... Bon, je trouve que les partis traditionnels, je ne suis pas le seul, quand on voit la désaffection des électeurs, les partis traditionnels n'attirent plus les foules. Entre nous soit dit, combien de gens sont encartés, si j'ose dire? Très peu. Je suis à l'image un peu de la population. Eh bien, tant que je vous tiens, moi j'ai une question fondamentale. Vous avez parlé de l'UDF et de l'UDI. Est-ce qu'il y a une vraie différence ou alors c'est un prolongement? Non, il y a quand même une différence. Je pensais qu'avec l'arrivée de Jean-Louis Borloo, on retrouverait cet état d'esprit de l'UDI, centrisme, constructif. Or, je pense que l'UDI est à la remorque systématiquement des Républicains. Était, j'ai envie de vous dire, parce que là, le paysage, il a explosé. Oui, c'est pour ça, mais était. Ouais. Et c'est pour ça que ça ne me plaisait pas forcément. Moi, vous savez, la voix de son maître, j'aime pas trop. Ni Dieu ni maître, comme on dit, mais c'est pas tout à fait ça. Simplement, je pense qu'on ne peut pas avoir une position politique permanente tout au long de sa vie. Vous savez, j'ai un bel exemple, c'était Petrus Faure, qui était maire du Chambon-Feugerolles, qui avait débuté anarchiste et qui a fini centre-gauche. Et je lui avais posé la question, j'étais tout jeune à l'époque, il me dit, vous savez, je n'ai pas changé d'idée, simplement... quand je me suis mis en politique, les gamins à 7 ans, 8 ans allaient au boulot, obligatoirement. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait rien du tout. Les choses ont évolué, donc moi j'ai suivi l'évolution des choses aussi. Et puis j'ai envie de vous dire qu'en politique, il y a aussi une histoire de compromis. Oui, mais moi, j'aime pas ce qu'on appelle aussi les girouettes.
qui un matin vont dans les bras de l'un et le soir... Pourtant, en politique, voilà. on a l'impression d'en voir beaucoup, non? Oh, il y en a, oui, mais bon, écoutez, moi je ne fais pas de la politique à ce niveau. Ouais. J'ai jamais été un permanent de la politique. J'ai travaillé dans le groupe Casino jusqu'à mes 60 ans, Informaticien, j'ai vu. informaticien. Donc, partant de là, j'ai pas voulu dépendre uniquement de la politique. Quand vous êtes un permanent politique, à ma foi, vous êtes obligé d'épouser les idées de vos tenants, si j'ose dire. Mais Parce qu'à un moment donné, c'est des tenants. Justement, une question aussi, vous êtes... allez, on fait l'expression. Vous vous êtes fait tout seul finalement en politique parce que vous avez gravi un peu les échelons, vous avez une vie professionnelle, vous êtes engagé en politique. Quel est le regard que vous avez aujourd'hui sur tous ces jeunes gens qui font des écoles de politique, qui deviennent attachés parlementaires puis députés et qui vous parlent de la vraie vie alors qu'on a un peu l'impression, nous, que la vraie vie, ils l'ont pas vraiment connue? C'est vrai que bon, les écoles de journalisme, les écoles De politique. de hein, politique, ouais. Sciences Po, chercher le mot, Ouais. existent et produisent, si j'ose dire, de bons élèves hein, qui rentrent dans la vie ensuite active. Simplement, moi, j'ai jamais suivi ce parcours. Je suis rentré dans le groupe Casino tout petit. Je me suis fait ma place. J'ai fini cadre, pas cadre supérieur, mais cadre. Mais je l'ai fait par mon travail. Mais j'avais pas d'attirance particulière pour la politique politicienne. Honnêtement, je suis arrivé tout à fait par hasard aux affaires municipales et je m'occupais d'une maison des jeunes et de la culture à Côte-à-Thé. C'était même un club de jeunes à l'époque. À Côte-à-Thé, les copains de Côte-à-Thé-Morambert et le maire de l'époque, Petrus Faure, m'avait dit on aurait besoin de petits jeunes comme vous. C'est vrai que Jeune et dynamique, on dit en général. Hein. Comment ? Jeune et dynamique. Oui, il faut croire que je les avais intéressés, donc Petrus Faure ne se représentait pas, mais je suis parti dans une équipe avec Jean Moulin, le docteur Montagnon. C'était une liste apolitique de gestion municipale. Moi, j'ai trouvé ma place en tant que conseiller municipal. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait les adjoints, et il n'y avait pas... c'était des listes uniques, vous savez, c'était ou l'un ou l'autre. Il n'empêche que j'ai fait mon petit chemin, je me suis occupé du déménagement de la bibliothèque. J'ai mis en place le jumelage avec l'Allemagne, avec une ville Allemagne, Hersbruck-Larolles, et ça tourne toujours d'ailleurs. Ça tourne bien, on a fêté nos 44 ans de jumelage. Voilà, bon, je me suis fait tout seul. Après, j'ai eu 6 ans de passage parce qu'on n'a pas suivi le maire, c'était le temps de l'Union de la gauche. Il avait fait une liste qu'on n'avait pensé pas équilibrée. On s'est présenté contre cette liste, on a perdu. Ça m'a permis de gravir des échelons à Casino et d'élever mes enfants, qui n'étaient pas très grands à l'époque. Et je suis revenu en 83 à la demande de la liste en me disant on aurait besoin d'un adjoint. Bon, j'ai dit écoutez, moi je veux bien, adjoint à la culture, parce que c'est quelque chose qui me plaisait bien, que je m'occupais de la maison des jeunes. Et alors donc on m'a mis la culture, on m'a mis le jumelage. Ensuite un de nos collègues est mort subitement. Le maire m'a dit écoutez, vous allez vous occuper de l'urbanisme et des travaux. Je lui ai dit mais j'y connais pas grand chose. Il dit c'est une bonne occasion d'apprendre. Et c'est comme cela que je me suis forgé adjoint au service technique, aux travaux. Et puis ensuite, vers la fin du mandat, le maire en place, André Cogniet, est décédé. Et il avait laissé une lettre posthume me demandant de prendre la suite. Donc vous avez été élu pour la première fois maire du Chambon-Feugerolles en 1988. Voilà, le 11 mai exactement, ça fera 30 ans dans quelques semaines. Ça fait un bail. J'aurais jamais pensé être élu. Pour tout vous dire, en fait, avant que vous arriviez, on discutait avec Gilles et il me dit il est maire du Chambon depuis 88 et je lui dis non, moi, je crois que c'est 83. En fait, 83, vous étiez adjoint. Ah ben oui, mais alors... Donc on a un peu gagné tous les deux, Gilles. Mais non, tu as gagné parce qu'il est maire depuis 88. Je crois que j'ai gagné un bon 88, café. Oui. Et entre le moment... Ça fait beaucoup, hein, c'est le recordman des maires du Chambon-Feugerolles. Si on fait un retour en arrière, de 1983 à aujourd'hui, est-ce qu'en 83, vous aviez déjà la vision de l'avenir et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de ce que vous aviez envie de faire pour votre ville ? Très honnêtement, je dirais oui. C'est sans être prétentieux. Je ne pense pas avoir
ce défaut, parce que je considère que c'est un défaut. De l'ambition, par contre, c'est pas un défaut, c'est une qualité. Donc j'ai de l'ambition pour la ville qui m'a vu naître, j'ai de l'ambition pour cette ville, pour les habitants, et je donne tout ce que je peux pour que cette ville puisse évoluer. On le voit récemment avec la nouvelle piscine qui va ouvrir à l'automne prochain. Je l'avais mis de côté, mais puisqu'on y est dessus, parlez-nous-en de cette rénovation de piscine. J'ai notamment noté que ça allait être une piscine spéciale, parce qu'elle sera aussi adaptée aux handicapés. Tout à fait. Alors, Totalement. on va peut-être la vendre, cette piscine, un petit peu. Oui, bien sûr. Bon, je crois qu'on n'aura pas bien besoin de la vendre, parce qu'elle est déjà très utilisée. Non, simplement, on devait faire une rénovation. Elle s'imposait au fil du temps. C'est une piscine des années 70. Il y avait une rénovation. Cette rénovation était importante. Elle nécessitait de regarder le volet, je crois que la Cour des comptes l'a dit, énergétique. Donc avec l'ADEME nous a financé une étude, justement, pour que l'on puisse faire des économies énergétiques importantes, de l'ordre de 50%, ce qui n'est pas rien quand on sait qu'une piscine est très consommatrice d'énergie, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'électricité ou du gaz pour chauffer tout cela. Donc il y a ce côté énergétique, et puis on a pensé qu'il y avait le côté énergétique. Le Chambon-Feugerolles accueille 9 structures au sein de la commune qui hébergent ou qui forment des handicapés. Donc partant de là, il y a une forte demande, et donc c'est pour cela qu'on a mis, et ça sera unique dans la Loire, et certainement peu répandu en Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'il y en a une du côté de l'Ain, une piscine à double plancher amovible. Ce qui permettra justement aux handicapés ou aux bébés nageurs ou à d'autres catégories de personnes. Le bébé nageur n'est pas handicapé forcément. Donc à d'autres personnes de pouvoir adapter le plancher d'une façon totalement séparée. On pourra aller de 2,20 mètres à 10 cm. Est-ce qu'en 2018, c'est pas très compliqué aussi au niveau de la construction et de la rénovation, tout ce qui est normes, parce qu'on a l'impression que ça s'entasse les normes aujourd'hui dans la France et dans l'Europe? Oui, alors je vous rappelle également que je suis président des maires de la Loire. On va y venir aussi, j'ai toute une liste et on a une heure, on a le temps. Et ce qui me permet aussi d'agir au niveau du comité directeur des maires de France. J'y serai la semaine prochaine d'ailleurs. Justement, les maires sont contre l'inflation des normes. Alors, il y a les normes que l'on nous impose, il y a celles supposées données par Bruxelles, ce qui est souvent erroné, et puis il y a les normes des fédérations sportives, qui elles disent, tiens, un terrain de foot, il fera plus telle dimension, il fera 20 cm de moins ou 20 cm de plus. Sauf que derrière, il faut y mettre de l'argent. Il faut donc l'Association des maires de France est favorable à ce qu'on enlève 2 normes, à la limite, pour en mettre une nouvelle. Pourquoi pas? L'inflation de normes, c'est vraiment délirant. Et ces dernières années, on a vu dans le logement, notamment, une inflation de normes qui a fini par stopper pratiquement totalement la construction de logements sociaux. Finalement, parce qu'on n'y arrive plus financièrement. Toutes ces normes, au lieu d'avancer, ça ne nous fait pas un petit peu reculer parfois? Alors, il y a de bonnes normes, on ne peut pas non plus dire que tout est acheté. Ah, mais c'est jamais tout est voilà. Négatif. Hein. Simplement, il faut savoir les conséquences. Ceux qui émettent les normes, vous savez, un certain temps, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, les normes concernant les jeux qu'on met dans les parcs, le président de la commission des normes et la plupart des membres étaient des constructeurs de ces jeux. Donc la tentation était forte de dire, la loi et au bout de 10 ans, vos jeux sont plus conformes, on vous en revendait par contre, nous sommes prêts à vous en vendre d'autres. Et bon, ça a été dénoncé. Et je ne suis pas sûr que dans d'autres domaines, c'est pas tout à fait pareil aussi. Voilà, donc il faut qu'il y ait des normes, il faut les respecter. La première des choses, c'est de les respecter. Mais en même temps, il ne faut pas que ces normes soient paralysantes. Si on dit qu'il ne faut pas passer au rouge, c'est évident. Il ne faut pas passer à l'orange, c'est évident. Il faut attendre 20 secondes pour passer au vert.
on paralyse la circulation. Voilà, donc à un moment donné, il faut savoir garder raison dans tout ça. Alors moi je vais poser une question qui, avec un peu le ton de l'humour, mais vous êtes au Chambon-Feugerolles, on a entre le Chambon-Feugerolles, la Ricamarie et Firminy. Comment on arrive à avoir une mairie d'hiver droite entre deux villes communistes? Il faut le demander aux habitants. Alors il y a une frontière, les gens ils disent bon je franchis pas parce que c'est pas ma couleur politique, comment ça se passe? Non, vous savez, ça a été... On a souvent mis l'ondaine, allez, on va être encore un peu dans le schéma, j'ai perdu le mot, du coup c'est pas grave, mais un peu dans le côté rouge. Oui, la vallée rouge. Voilà, oui, la vallée et on rouge, a ce côté Chambon-Feugerolles qui résiste un peu, tiens, finalement, comme Astérix. Oui, Pourquoi cette Astérix différence? avait toujours raison, rappelez-vous. Ouais. Mais on a toujours raison quand on n'a pas tort. Hein. Non, mais moi, je sais pas, il faut le demander aux électeurs. On avait 3 listes en 2014, on est passé à 67% au premier tour. Je suppose que si les gens étaient mécontents, ils n'auraient pas voté aussi massivement. Et en même temps, sachant qu'il y avait des candidats pour... Il y a plein de choses qui se font, y compris en intercommunalité, notamment Mais avec la Ricamarie, avec l'école intercommunale des arts, qui est vraiment un franc succès, on peut le dire. Mais bien sûr, les choses. Je suis président du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine. Je l'étais même quand, à la limite, on était minoritaire, si j'ose dire. Tout simplement parce qu'on se rassemble. Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Hein. Vous savez, à un moment donné, la Ricamarie avait des soucis d'eau pour la distribution d'eau potable. On s'est arrangé, la ville de Chambon, la ville de la Ricamarie, à travers le barrage de Cotatet. J'ai pas dit, oulala, il ne faut pas servir les gens de la Ricamarie parce que c'est les communistes. C'est n'importe quoi. Non, mais... Cette attitude est ridicule et ne m'a jamais animé parce que, comme on dit, il faut chercher à convaincre les gens, plus qu'autre chose. Et en même temps, alors c'est sûr, vous êtes un homme de terrain, ça, il n'y a pas photo. Hein, pour avoir suivi la visite la semaine dernière de Georges Ziegler, donc le président du conseil départemental, en fait, Jean-François Barnier, le plus dur quand on part avec lui dans une visite, c'est de ne pas le perdre. Parce que entre les gens à qui il va dire bonjour, où il va s'arrêter à un endroit pour discuter, puis vous continuez, puis hop, on le voit plus. On dit tiens, où il est passé? Parce qu'il a dit bonjour à plein de gens au passage. Je voudrais revenir à ma question que j'avais posée avec humour. La vraie question, c'était est-ce qu'on fait une politique différente, justement, des autres communes, pour avoir une étiquette différente? Ou alors, finalement, les étiquettes, c'est juste des mots et on est tous un peu dans le même dynamisme? Oui, vous savez, les étiquettes, les gens ne sont pas tellement attachés aux étiquettes, notamment aux municipales. On vote surtout pour un homme au municipal? On vote pour une équipe, on vote pour un homme. Alors moi, je ne veux pas revendiquer le succès du Chambon tout seul. D'abord parce que j'ai peut-être su m'entourer toujours de collègues adjoints ou conseillers municipaux. Moi, j'ai jamais demandé leur couleur politique à mes membres du conseil municipal. Je sais qu'il y en a qui, dans mon équipe actuellement, ont voté pour Mitterrand à l'époque. Écoutez, pour qu'il soit efficace, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc vous êtes vraiment, vous, dans le rassemblement, pour faire un jeu de mots avec l'actualité. Oui, il faut que ça marche, si j'ose dire. Sans vouloir jouer le mot en marche, qui est à la mode. Non, simplement, c'est une équipe municipale. Vous savez, il n'y a pas tellement de communistes, il n'y a pas tellement de socialistes, il n'y a pas tellement de PR, de partis républicains, il n'y a pas tellement de... Ils ne sont pas nombreux, les gens qui sont encartés. Et si on fait appel qu'à eux pour monter une liste municipale, donc, je pense qu'on va droit dans le mur. Donc vous êtes plutôt société civile? Oui, une société civile, c'est parfois le responsable d'une association que j'ai repéré parce qu'il fait bien son boulot, l'association tourne bien. Eh bien, je lui ai demandé s'il voulait nous rejoindre. Parfois on a des refus, mais souvent j'ai eu plutôt du succès en me disant oui, écoutez, ça nous intéresse. Je lui ai dit, vous gardez vos idées, que les choses soient claires, vous gardez votre indépendance, parce que essayer de tout formater, de tout réglementer en disant il faut que tu aies ta carte, il faut que tu aies ci, non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. On le voit bien, ces partis politiques. Quand j'étais au sein de l'UDF, comme j'ai toujours dit après, il vaut mieux être à côté du marigot que dans le marigot. Parce qu'après, c'est Pac-Man. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, chaque jour suffit sa peine. De toute façon, si vous êtes élu chaque fois, souvent au premier tour en plus, c'est que c'est plus que l'homme, c'est vraiment le travail qui est récompensé. Oui, c'est une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est un programme tenu aussi, parce que je tiens toujours aux élections municipales à présenter le bilan, en disant ça on l'a fait, ça on l'a pas fait.
en prenant le document de 6 ans au préalable, en disant ça on l'a fait, ça on n'a pas pu le faire pour telle et telle raison. Par contre, on a fait d'autres choses qu'on n'avait pas prévues. Et on fera la même chose dans 2 ans et demi. Justement, à Saint-Étienne, j'ai vu que c'est déjà en coulisses, on commence déjà à bouger. Déjà, est-ce qu'au Chaumont-Feugerolles, on se projette déjà sur les prochaines municipales? Je sais pas. Vous êtes, on a besoin de scoop, nous aussi. Est-ce que vous serez encore candidat? Ça, Et peux quand pas je vous dis le dire, encore, mais quand je dis encore, c'est pas méchant, c'est juste que depuis 88, j'ai un peu envie de vous dire, la retraite, vous y pensez pas? si, bien sûr que si. Voilà, laissez-moi y penser. Ouais, vous y réfléchissez alors. Laissez-moi y penser. Très bien. Sachant qu'il y a de la relève. Alors, Rassurez-vous. j'ai noté beaucoup de choses. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Loire. Vous êtes vice-président à Saint-Étienne Métropole. Vous êtes président du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ondaine. Vous êtes président de la fédération des maires de la Loire. On y reviendra. Pourquoi cette envie, il y a quelques mois, de vouloir être sénateur? Écoutez, je l'ai expliqué, je le répète, j'ai eu la chance, de par mes fonctions, j'ai été conseiller municipal, j'ai été pendant 6 ans, j'ai été adjoint pendant 5 ans, maire depuis bientôt 30 ans, j'ai été 12 ans conseiller régional, 10 ans et un peu plus même maintenant, conseiller départemental. Je siège au comité des régions d'Europe en tant que membre titulaire désigné par l'AMF. On n'est que 6, hein. On n'est que 6 en France à être nommés par l'Association des maires de France. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu de mandat national, si ce n'est que j'ai été suppléant de Daniel Mandon pendant 4 ans. Donc j'étais tenté un peu par l'aventure nationale, de façon à apporter mon expérience, si tant est que j'en ai, du point de vue local. Parce que souvent, je pense que dès qu'ils dépassent le périphérique parisien, c'est plus les mêmes, si j'ose dire. Dès qu'on rentre dans Paris... Vous voulez dire qu'il y a 2 attitudes? Voilà, pas tout le temps, mais bien souvent. Il y a l'attitude parisienne et puis l'attitude locale. J'aime bien avoir l'attitude locale et expliquer aux Parisiens, comme je l'explique à l'Europe, que nous, notre vision des choses, elle est comme ça. Et c'est vrai qu'on dit que les politiques, après au niveau national, sont déconnectés de la population. Quand vous parlez des Parisiens ou de l'Europe, quand ils vous écoutent, est-ce qu'ils vous prennent un peu de haut, à vous, j'allais dire le rural, non, mais le provincial? Non, c'est parfois avec beaucoup de condescendance. Ouais. Ils ne prennent pas de haut, ils nous prennent avec un peu de condescendance, mais ça fait rien. Je pense que quand le message est envoyé, soit il est reçu, soit il n'est pas reçu. Il m'est arrivé quand même d'être reçu, ces messages. Ça, c'est pas facile de se faire comprendre. Au niveau de l'AMF, c'est beaucoup plus facile parce que nous sommes des maires élus, et évidemment, donc, on se comprend. Entre maires, on a les mêmes problématiques, voilà. qu'on soit de droite, de gauche, du centre ou pas du tout. Les difficultés, on les a. Mais je pense qu'il ne faut pas les éluder aussi facilement qu'on le voudrait. Vous savez, la baisse des dotations, il n'y avait pas à être de droite ou de gauche pour dire que ce n'était pas une bonne mesure pour les communes. On est tout à fait d'accord qu'il faut faire des efforts, nous aussi les communes. Il n'y a pas de raison de demander à tout le monde de faire des efforts, et puis que nous, on ne les assume pas non plus. Mais en même temps, il faut que ce soit raisonnable. C'est-à-dire que ça puisse être accepté. On l'a bien vu que de droite comme de gauche, on a dit, on nous met un collet. Et le précédent gouvernement nous a mis véritablement un collet autour du cou. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir été élu au Sénat? C'est toujours un regret, c'est vrai. Je m'y suis pris un peu tardivement parce que justement, quand vous n'êtes pas dans les partis, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être ce qui vous a manqué. C'est toujours plus difficile. Là encore, on revient un peu à l'étiquette. Voilà. C'est l'étiquette qui manquait, peut-être. Voilà. Vous savez, on m'a mis des choses trappes pour éviter que des candidats viennent avec moi. Pour autant, j'avais une liste qui était excellente. C'était reconnu par tous, y compris les journalistes. Sauf que, évidemment, ma campagne a été un peu plus brève que les autres. Mais c'est toujours pareil. Moi, honnêtement, je ne suis pas un professionnel de la politique. Tous les jours, je vais en mairie. Régulièrement, je vais au conseil départemental. Saint-Étienne Métropole m'occupe beaucoup. Et j'ai pas pu mener une campagne de 3 mois durant en me coupant de toute la vie des activités que j'avais. J'ai pas pu, je le reconnais. Alors c'est vrai que les maires des petites communes auraient apprécié que j'aille les voir individuellement. Mais je n'ai pas pu. Écoutez, manque de temps. Comme je dis, j'ai des regrets,
Mais j'ai pas de remords. Est-ce que vous savez que le bruit a couru à un moment donné que vous n'auriez pas accepté l'étiquette En Marche? Si vous l'aviez accepté, ça aurait changé les choses ou pas? Ou c'était, Je sais pas, ça je allait sais pas. Mais franchement moi, pas je dans voulais votre pas. idée? J'étais pas à vendre. Ça s'est dit, non ça, plus. hein? Oui, ça s'est dit. On me l'a demandé. Je suis pas à vendre. Je suis curieux quand même de voir que le candidat qui a eu le label En Marche A été battu. était quand même beaucoup plus éloigné d'En Marche que moi. Il soutenait Fillon à la présidentielle. Voilà. Donc que les choses soient claires. À la présidentielle, moi j'ai soutenu sans aucun a priori le candidat Macron. Et je le regrette pas d'ailleurs. Sur le deuxième tour? Pour le deuxième tour. Pour le premier tour aussi. Je vous le dis aussi parce que le candidat Fillon, pour moi, n'avait aucun crédit. Et je voulais surtout voter pour un candidat qui défendait l'Europe. Parce que l'Europe est quelque chose qui doit nous rassembler et non pas nous diviser. Or, sur les 11 candidats qu'il y avait, je crois qu'il y avait 11 candidats, il y en avait 2 qui étaient européens et d'autres qui critiquaient beaucoup l'Europe, voire même qui en voulaient en sortir. Quand je vois nos amis anglais dans la mouise dans laquelle ils sont actuellement, croyez-moi que on en reparlera de ça. Est-ce que pour ce sujet d'Europe, on en a parlé la semaine dernière avec le président du département, moi je pense qu'on est tous convaincus par la nécessité d'être européens, de faire l'Europe, mais est-ce que les citoyens, ils n'ont pas envie peut-être d'une autre Europe? Peut-être une Europe un peu plus juste, une Europe un peu plus qui répartit un peu plus les richesses, qui donne des services publics, qui met pas justement des normes qu'on ne comprend pas. Mais quelle Europe, c'est la question. Oui. Quelle Europe? Il y a beaucoup de légendes. Quand on vous dit, par exemple, que la taille des concombres, les concombres ne doivent pas avoir une certaine courbure, c'est l'Europe qui a dit ça. Sinon, ils rentrent pas dans l'assiette. Mais c'est pas vrai. C'est vraiment faux. Je peux vous le dire. C'est avec peut-être aussi certitude. la facilité C'est de dire c'est la simplement cause les de l'Europe. producteurs qui ont dit, nous, ça serait bien qu'on prenne une règle pour qu'on en rentre beaucoup plus dans la boîte, quoi. Mais ça n'a jamais été une norme européenne. On veut beaucoup faire porter à l'Europe. Ça, c'est un peu le défaut des politiques aussi. C'est-à-dire que quand l'Europe a aidé, et moi, le Chambon-Feugerolles, j'ai été une commune qui a été extrêmement aidée par l'Europe. Je le dis et je le reconnais, que si on n'avait pas eu l'Europe, on n'aurait jamais construit cette ville de cette façon-là. Mais j'ai toujours reconnu que l'Europe nous aidait. Sauf que certains s'attribuent tous les mérites de ce qu'ils font et jamais ils ne mettent en avant que c'est l'Europe qui a aidé. Vous savez, récemment, en tant que président de l'Office de l'Habitat du Chambon, on est en train de faire un bâtiment, une rénovation au-dessus de la Poste, au 29 rue Gambetta, au 31, rue Gambetta. C'est financé en partie par l'Europe. Mais c'est marqué en grand, je le dis, et je suis fier que l'Europe nous aide. Mais voilà, mais il faut quand même le dire. Alors, l'Europe n'est pas parfaite. Dans un couple, est-ce que tout est parfait? Mais je crois que personne n'est Enfin, parfait. je ne sais pas si vous êtes mariés, mais demandez les auditeurs peuvent y penser. Il y a des moments où on se dit on devrait aller plus loin. J'ai acheté une voiture, je suis content, mais j'aurais aimé qu'elle ait ci, qu'elle ait ça. Tout à fait. On demande des choses à l'Europe pour lesquelles elle n'a pas eu vocation. Je vous donne qu'un seul exemple. On parle souvent l'Europe, c'est une passoire. Sauf que l'Europe n'a jamais été créée pour s'occuper des migrations, pour s'occuper de ces choses-là. Alors maintenant, elle en est saisie, elle s'en occupe, mais jusqu'à présent, ce n'était pas la vocation de l'Europe. Et honnêtement, tout bon citoyen, normalement constitué, français, ne peut pas dire que l'euro a été quelque chose qui était un bouleversement qui a ruiné les Français. C'est pas vrai. Alors on vous dit que la baguette... c'est faux. C'est faux. Et les statistiques sont très claires. Le prix de la baguette avant l'euro était encore plus cher qu'avec l'euro. En gardant, bien entendu, toute l'inflation qui va avec. C'est assez curieux. Après, ces images que l'on a, c'est vrai, quand on regarde, on payait la baguette 60 centimes de francs. On était à maintenant, à la fin, on était vers 1 franc, il me semble, la baguette. 1 franc. Aujourd'hui, on a 1 euro, quoi. Elle a 1 euro. Alors vous allez me dire, mais c'est 6 fois... non, il faut regarder aussi... l'évolution de la farine, de tout un tas de choses. Quand vous regardez beaucoup de choses, et heureusement, et tout ça, ça serait sans tenir compte du fait que si on n'avait pas eu l'euro, le franc aurait été dévalué je ne sais combien de fois par rapport au Deutschmark, aurait été dévalué par rapport à la lire italienne, et je me souviens de ces crises où j'avais des fonderies, au Chambon, la fonderie Jurine, et chaque fois qu'il y avait une baisse du franc, le patron, il perdait des projets, parce qu'il
il achetait l'acier trop cher, etc. Mais C'était un retour à l'inflation. C'est des choses C'est qu'on pas a, simple. c'est des choses qu'on a oubliées, Voilà. effectivement, tout ça. On a oublié tout ça et les plus jeunes ne connaissent pas. Pour eux, c'est tellement naturel d'aller en Allemagne avec des euros, en Suisse ou autre. Pas en Suisse parce que c'est l'exception. Avec la Suisse, Mais- c'est plus compliqué. mais Ça se passe, même ça se passe en monnaie même de en chocolat. Suisse, vous pouvez payer en euros. euros. Ils sont même contents parce que l'euro étant un peu plus coté. Et les Suisses, c'est quand même les plus forts. Je sais pas si vous êtes allé au salon de l'auto déjà, Eh non. à Genève. Non. Donc au salon de On n'a l'auto. pas les moyens, nous. Ah oui, mais je sais qu'ils vendent les sandwichs. Ah bah les sandwichs, il vaut mieux les acheter avant de passer la frontière parce que Ouais, bien vous sûr. pouvez vous faire un bon resto chez nous. Mais non, c'est pas tellement ça qui m'avait fait rire. Moi, c'était les. En fait, tu peux payer avec des euros sur le salon. Mais ce que tu achètes, il y a pas de souci. Par contre, il rend la monnaie qu'en francs suisses. Je crois que j'ai vu ça, il me Donc, semble. donc en fait, t'as des gros pots en verre sur les bars parce que qu'est-ce que tu veux faire de tes francs suisses, donc tu les remets dedans. Ouais, c'est de la monnaie en plus. oui. C'est vrai. Et en fait, ils se refont une deuxième Voilà. deuxième tournée. avec ça. Allez, moi je vous propose de faire la pause, pas sandwich, mais la pause café. On va écouter. Vous avez choisi, monsieur Barnier, d'écouter. On avait parlé de Jean Ferrat, et on vous a proposé C'est beau la vie, et on a la version d'Isabelle Aubray. Oui, Vous ça avez me dit, va. vous avez dit c'est la même famille, donc ça va très bien. On revient juste après et on parle de culture au Chambon-Feugerolles. Le vent dans mes cheveux bleus, le soleil à l'horizon. C'est beau la vie, nous sommes dans Rendez-vous avec la politique. Cette semaine, c'est le maire du Chambon-Feugerolles, monsieur Jean-François Barnier. On va mettre la politique un petit peu de côté. Moi, je voulais parler de culture. J'ai vu en ce moment, au Chambon-Feugerolles, il y a un festival pour les enfants de 0 à 6 ans. Alors, quelle est la politique, là aussi, au niveau de la culture au Chambon-Feugerolles? Oui, c'est petits bouts de culture. Voilà. Et ça marche très 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 bien. C'est la 3e édition. Écoutez, la culture, ça doit toucher tout le monde. Des plus jeunes. Et puis, c'est c'est le cas. c'est un moteur pour fédérer les C'est gens un aussi. moteur d'intégration. Écoutez, comme on dit, la culture, c'est ce qui reste. C'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. C'est pas tout à fait ça. Au contraire, nous, on essaye de toucher tous les publics. Parce qu'une ouverture sur la culture, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur l'autre, la compréhension, et l'imaginaire aussi parfois aussi. Parce que la culture, ça fait travailler parfois l'imaginaire aussi. Parce que j'ai vu aussi qu'il se passe beaucoup de choses dans votre salle de la Forge, hein, c'est ça? C'est vrai que la Forge a un énorme succès. Bientôt, il y aura Pierre Perret, d'ailleurs, qui vient. On peut dire un monstre quand même Bah, de la chanson française. Il n'y a pas des mots qui sont assez grands pour nommer le chemin et puis la maîtrise de la langue française, en plus de Pierre Perret. Tout à fait. Donc, il y a de la musique urbaine aussi. C'est important parce que il y a des publics qui sont intéressés par tout cela. Une grande ouverture. Donc, il y a le petit bout de culture, mais il y a également donc beaucoup de manifestations dans le cadre du cœur de saison qui relie, je rappellerai, différentes communes de Londaine, Roche-la-Molière, le Chambon-Feugerolles, Saint-Paul-en-Cornillon, Fraisse et également Planfoy. Et j'oublie le petit dernier, c'est Saint-Maurice-en-Gourgois qui vient d'adhérer pour la culture. Il y a également, vous connaissez bien, je pense que c'est inutile de vous le présenter, c'est les Oreilles en Pointe, le festival des Oreilles en Pointe, musique francophone essentiellement. Justement, et qui a lieu. les Oreilles en Pointe, Jean-François Barnier, un festival qui continue à rouler sa petite bosse au fil des années. Ils ont été obligés d'innover, hein, parce qu'ils ont été obligés de faire appel au mécénat, puisqu'il y a eu des baisses drastiques des subventions au niveau national, notamment voilà. régional. Donc ils ont essayé de pallier, mais ça tourne bien toujours. Ça tourne bien, et avec le soutien des communes, bien entendu. Alain Rocher fait un travail exceptionnel. Et nous aussi, parce que on y tient, ce festival. Alors la région voulait supprimer la subvention, en définitive l'a maintenue quand même. Donc Dieu merci. Le conseil départemental aussi, Il faut Saint-Étienne-Métropole. se battre là pour garder ces subventions. Il faut aller faire Évidemment, du lobbying, comme on dit. demandez à tous les collègues qui ont des festivals et ils vous diront combien c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on vous répond en face? On vous dit qu'on n'a plus d'argent pour la culture, on vous dit qu'on a Il d'autres faut faire des priorités. coupes. Hein. Même nous, on est bien obligés de faire très attention à notre budget. On ne veut pas augmenter les impôts parce que les contribuables... On n'ont en pas- revient un peu à cette baisse de dotation. Oui, alors il faut aussi que les artistes soient peut-être un peu moins Gourmands. frivoles. Parce que souvent, ils vous demandent des choses en à côté qui ne sont pas tout à fait raisonnables.
des trains première classe, voire avions parfois. Alors bon, quand ils viennent du Québec, on ne peut pas les faire venir à la nage, bien sûr. Mais, À la malgré rame, hein. tout, mais bon, il faut prendre des billets les moins chers possibles, comme on voyage habituellement, quoi. Ou alors des choses, 12 bouteilles de champagne, j'ai vu ça. Hein. Oh, mais Et, j'ai entendu et la marque pire, hein. en plus, de marque, et Ouais. ensuite, dès qu'ils arrivent, ils le mettent dans le coffre du camion, quoi. Ouais. Alors ça, on n'en veut plus de ces Ah non, il faut choses-là. éviter. Hein. Voilà. Il faut leur proposer des produits régionaux plutôt. Oui, mais écoutez, on le fait le catering, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent, mais avec nos exigences à nous. Mais justement, ces gens-là, on voit qu'ils sont pas dans l'esprit, donc il faut plus les réinviter. Vous savez, c'est pas simple. Hein. Vous avez quand même le choix des gens qui viennent voir les spectacles. Vous pouvez pas non plus tomber trop bas dans la qualité des spectacles. Tout à fait. Mais enfin, Il faut des découvertes aussi, c'est l'avantage justement des C'est- oreilles en pointe. parce c'est qu'il comme y la a- politique. Il y a Hein. de belles découvertes aussi. C'est du compromis. C'est du compromis, oui. Du compromis. Je sais que nous, au niveau culturel, on essaye de faire des compromis. C'est pas simple. On a des partenariats, bien sûr, avec le festival du printemps, là, en hiver. Printemps de Bourges, non? Non, sur Saint-Étienne, qui est la marraine et Anne Romanoff. Ah, les arts burlesques. Les arts burlesques. Voilà, on a un partenariat. On a un partenariat aussi avec différentes associations, de façon à ce qu'on puisse diffuser la culture au maximum dans nos salles. Alors bon, certes, il y a la salle La Forge, mais il y a le théâtre Albert Camus aussi qui fait un très bon travail aussi et qui est très apprécié par les artistes. Très bien. On a parlé de culture, on a parlé de politique. Vous avez un rôle très important aussi au département, parce moi qui suis bénéficiaire un peu du RSA, quand on parle de RSA, on parle de Jean-François Barnier. Quel est votre rôle? Vous êtes là pour donner des impulsions aussi, ou alors pour suivre les règles au niveau du RSA, du département? Le RSA, bon, et bien sûr, l'État qui nous a transmis cette responsabilité au département, uniquement les responsabilités, parce que les finances suivent beaucoup moins. Normalement, vous savez, on transfère la totalité, les dépenses et les recettes. Or, c'est surtout les dépenses qu'il a transférées, On vous dit de avec faire un du pain sans la budget qui farine. a Hein. explosé en l'espace de 4-5 ans. On vous dit de faire du pain sans la farine, quoi. Voilà, exactement. Non, mais c'est-à-dire qu'on prend la farine aux autres collègues des routes, des Voilà, équipements c'est- et autres, parce que il a fallu combler le budget qui est plus de 100 millions quand même. 100 millions d'euros pour le RSA. Est-ce qu'on a des À un moment donné, ça fait actuellement 1,8 million par semaine dans le département de la Loire. par semaine? C'est énorme. Ah, c'est énorme, oui. C'est énorme. Et là, Oui. est-ce qu'on a un espoir, ou alors on est résigné, on est obligé, on sait que ça va se passer comme ça pendant des années, ou alors on dit on va trouver des solutions? Alors, bon, des solutions sont mises en œuvre actuellement, puisque vous savez que l'État a supprimé les contrats aidés d'un coup d'un seul, si j'ose dire, au mois d'août. Ils étaient pas revenus un peu sur la décision, non? Ils sont revenus un petit peu sur la décision, notamment en ce qui concerne les RSA qui étaient instruits par... les contrats aidés, pardon, qui étaient instruits par les départements, notamment le nôtre. Donc on va retrouver notre volant de 600 bénéficiaires du RSA qui vont pouvoir bénéficier d'un contrat aidé. Enfin, nouvelle formule, mais où l'accent sera mis beaucoup plus vers la formation, c'est-à-dire c'est un marchepied réel de façon à aller vers l'emploi. Alors évidemment que c'est pas simple parce que c'est pas la première fois. Hein. On joue le yo-yo avec ces emplois aidés. Ça a été créé en 1976, je crois, par Fabius. Ça s'appelait les TUC à l'époque. Travaux d'utilité. Alors ça remonte plutôt dans les années 80, collective. vous voulez dire? Oui, Si c'est Fabius, c'est 80 et quelques, 83 oui, à peu près. à peu près. Ouais, c'est Et ça a été décrié par toutes les oppositions, mais on n'a toujours rien trouvé de mieux que pour rentrer un petit peu dans le monde du travail. Après, ce fut l'époque des CES, Tout à fait. contre-emploi solidarité. Bien sûr, il y a eu les... Il y a eu les SIVP, il me semble aussi. Ouais. Ouais. Oui, il y a eu tout un tas de formules, on mais est passé par là. c'est toujours donc, à peu près la même. Hein. C'est-à-dire que on essaye de pallier. Alors le RSA, bon, c'est une très bonne mesure. Très bonne mesure. Sauf que mon rôle est justement d'essayer de donner de l'impulsion pour que les gens puissent sortir de cette
spirale. Parce que les gens qui sont au RSA ne sont pas des volontaires, hein, comme je dis. Ils souhaitent évoluer professionnellement et ils préféraient qu'on leur supprime le RSA au profit d'un salaire réel, avec un emploi durable. Mais faute de ces contrats à durée déterminée ou indéterminée, mais stables, eh bien, il faut faire front avec les mesures que le gouvernement... Donc notre rôle, c'est essentiellement de bien dispatcher ça, et puis de contrôler aussi, contrôler qu'il n'y a pas trop de gens qui abusent de ce système sans le respecter. Le RSA est la meilleure des choses dans la mesure où c'est respecté, simplement il ne faut pas que ce soit frauduleux. Pour faire un lien avec l'actualité, et on va revenir au présidentiel, vous qui êtes en charge du RSA, vous en pensez quoi de la proposition qu'avait émise, et puis beaucoup de gens en parlent aussi, Benoît Hamon, du revenu universel? Moi, je ne suis pas très favorable. Je ne suis pas très favorable dans la mesure... D'abord, quel est le montant de ce revenu universel? Ouais. Est-ce que fixer, qui est-ce qu'il fixe, comment? L'État, non? L'État, ouais. D'accord, mais avec l'argent de qui? Le nôtre en général, c'est... Voilà. Donc, il faut se méfier de ces bonnes mesures qui paraissent frapper du coin du bon sens, mais qui, parallèlement, il faut les mettre en place. Je crois que, vu le succès obtenu par Benoît Hamon dans les élections présidentielles, je pense que ça n'a pas attiré les foules. Oui, mais c'est quelque chose dont on parle ailleurs par d'autres personnes. Donc on en parle, mais où est-ce que ça existe? Je ne sais pas, dans les pays du Nord qu'ils ont commencé à l'expérimenter, non? Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. C'est pas les mêmes mentalités? C'est pas tout à fait pareil. Et puis c'est pareil, si on supprime puis, toutes les allocations... comparer ce qui est comparable. Si on supprime toutes les allocations pour la dénommer autrement, on ne va pas déplacer le problème, ça sera la même chose. Moi, je pense que l'argent qui est mis en place pour le RSA, une bonne partie, je ne dis pas pour tout le monde, parce que tout n'est pas duplicable, on pourrait très bien diminuer un peu ces allocations pour certains, au profit de chantiers qui sont nécessaires. Je pense notamment dans la vallée de l'Ondaine, les protections phoniques. Qu'on mette de l'argent pour qu'on puisse mettre des protections phoniques sur l'ensemble du parcours de l'Ondaine, mais c'est duplicable à Saint-Étienne, c'est duplicable vers Andrézieux et ailleurs. Cet argent consommé par des travaux, c'est une juste restitution, quelque part, du travail. Oui, on fait tourner la machine. Voilà, on fait tourner la machine. Pourquoi il y a moins de chômage, par exemple, en Suisse? On regarde. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Suisse récemment. Moi, je n'y suis pas allé récemment. Mais on se rend compte qu'il y a des protections phoniques de partout. Et que les autoroutes, elles passent bien en milieu. La Suisse est quand même un beau pays. Que les voies ferrées passent bien aussi de partout. Mais que c'est très respectueux derrière parce qu'il y a des protections. On travaille beaucoup. Vous vous rendez compte, le tunnel du Saint-Gothard, 55 km de long, qui traverse presque de part en part la Suisse, c'est quand même un prodige. C'est un prodige, mais ils le font en étant très respectueux de la nature. Vous savez, on parle souvent de la 45. La 45, si on la veut respectueuse, eh bien, elle serait respectueuse. Quel est votre avis justement sur ce dossier-là aussi? Il y a les pour, il y a les contre. On a l'impression que les Stéphanois sont pour, enfin une partie, que les Lyonnais sont contre. Quel est votre avis? Et la vraie question, moi je vous la pose, est-ce qu'un jour on verra la 45? Est-ce qu'un jour on pourra aller tranquillement, sans se soucier de Lyon à Saint-Étienne ou l'inverse? Est-ce qu'un jour on pourra le faire? Est-ce qu'une semaine seulement on pourra aller de Lyon à Saint-Étienne sans avoir la moindre peccadille? Est-ce qu'à l'heure de Vous savez, je vais souvent à Lyon. Ouais. J'ai été 12 ans à Charbonnières. J'ai vu les inondations dans le Gier, l'autoroute coupée pendant 2 mois, ça. 1 mois et demi. J'ai vu des accidents sans nom. J'ai vu tout un tas de choses. Et honnêtement, dire qu'il faut restaurer la 47, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, on sait très bien. Et puis techniquement, c'est compliqué. C'est compliqué. Comment vous faites à Givors? Ouais. Comment vous faites à Givors? Comment vous faites à Rive-de-Gier? Honnêtement, il y a une nécessité. Alors que le barreau final sur la mulatière soit pas satisfaisant, je vous le concède. Pas plus que la 89 était satisfaisante au début, à l'arrivée au nord de Lyon. Et aujourd'hui, l'affaire est réglée. Il a fallu mettre un peu plus d'argent. Mais n'empêche que
Maintenant, l'autoroute traverse de Genève à Bordeaux sans discontinuité. Donc moi je suis plutôt favorable à la 45, vous l'appelez un autre nom s'il le faut, avec des aménagements sur Lyon, c'est certain, mais on ne peut pas non plus faire passer les autoroutes que chez les pauvres. Parce que ceux qui défendent le plus, qui sont contre les autoroutes, sont les gens qui n'en ont pas. Et ceux qui l'ont, Rive de Gier, Lorette, etc., n'en peuvent plus. Même le Chambon-Feugerolles, avec des 80 décibels à traverser l'autoroute sur le Chambon-Feugerolles, sans protection phonique, ou la Ricamarie, ou autre. Mais c'est des gens pauvres, c'est moins important. Puisqu'on est dans les infrastructures routières, justement, on va vous demander votre avis, puisque c'est à côté, hein, c'est pas... Mais du coup, vous êtes aussi impacté, je pense, dans quelques jours, puisqu'à partir du 20 mars, donc, il y a de nouveau les travaux sur le viaduc de la Ricamarie, avec la mise en une seule voie. La galère est de retour. Et c'est reparti jusqu'à la fin de l'année. Rassurez-vous, la galère était aujourd'hui. Hein. Déjà, ça a commencé. Bon, il y a des travaux préparatifs. Oui, tout l'après-midi, les après-midi, c'est l'enfer. Mais en tout cas, ça va être l'enfer tous les matins, avec un nombre important, et tous les soirs, un nombre important de véhicules qui vont traverser. Parce qu'après avoir fait tous les essais, on s'aperçoit quand même que c'est par le Chambon que c'est le plus simple, à la limite. Après avoir essayé Roche, moi j'habite à Firminy. Hein, c'est plus simple pour les gens qui traversent. Oui, pour les Chambonnais, ça l'est pour moins. les habitants, sûrement moins. Mais en tout cas, pour traverser, c'est peut-être plus C'est la solidarité pendant ces travaux. Ouais, mais est-ce que, là aussi, il y avait peut-être pas, on le sait, quoi. Hein, est-ce qu'il y avait peut-être pas d'autres solutions que de refaire ça pendant 8 mois, quoi. Je sais pas. Moi, je suis pas ni technicien. Très compliqué. Moi, je suis mais... pas technicien non plus. Mon fils l'est, puisqu'il est ingénieur expert en ouvrage d'art. M'a dit ces travaux, ils auraient dû les faire il y a une dizaine d'années, au minimum. C'est-à-dire que l'état de délabrement de l'édifice nécessitait vraiment des travaux. Donc, il faut savoir que ces travaux, ils vont nous embêter encore une fois. C'était indispensable. C'était indispensable. Et c'était surtout indispensable pour les gens qui habitent en dessous. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller... c'est pareil, c'est des pauvres, on s'en fout. Voilà, c'est des pauvres, c'était pas gênant. Non, mais remarquez, en France, les autoroutes urbaines ne sont jamais enterrées dans les villes pauvres, sont toujours très respectueuses dans les villes riches. Allez à Neuilly, vous verrez, l'autoroute, elle passe dessous. C'est ce que je vous en dis, mais c'est la vérité, malheureusement. Et moi, j'ai une dernière question sur la 45. Vous qui êtes un élu de terrain, et puis depuis un certain temps, pourquoi finalement, depuis 50 ans, on en parle? Pourquoi ça s'est jamais fait? Pourquoi en 70, en 80, 90, on n'a pas dit on l'a fait? Il fallait acheter des terrains, il fallait que ça c'était long. Il faut avoir la volonté. Et la volonté, c'est de... Attendez, les réserves foncières sur la Talaudière, il y a belle lurette qu'elles existaient, qu'elles n'ont pas été respectées. Non seulement par Pascal Garrido, mais même par son prédécesseur, M. Damon. C'est surtout lui qui ne l'a pas respecté en disant on ne le verra jamais. Sauf qu'à un moment donné, ça arrive. De la même façon qu'il y a des réserves foncières pour le boulevard Fayolle, à Firminy, le Chambon a toujours respecté les réserves foncières, Firminy ne les a jamais respectées. Et après, on vous remet le bébé chez vous. Voilà, à un moment donné, je crois qu'il faut savoir respecter, et puis il faut savoir prendre des décisions. Oui, on a beaucoup critiqué Macron concernant Notre-Dame-des-Landes, sauf que c'est le plus courageux, il a dit c'est non. Alors bien sûr, il s'est mis à dos tous ceux qui étaient pour, et il ne s'est pas fait pour autant des copains parmi ceux qui étaient contre. Simplement, il faut arrêter de porter ça. Alors ça fait c'est très heureux pour les journalistes, on parle de la 45, et on va en reparler, on en reparlera demain, on en parle aujourd'hui ensemble, on en parlera demain, après-demain. Non, à un moment donné, il faut savoir trancher. Ça veut dire... Mais je pense qu'au niveau, il n'y avait plus qu'une signature à mettre en bas, nous a dit, et on ne l'a pas donnée. Ben moi, je pense que c'est regrettable. C'est regrettable parce qu'on était au bout du processus, en respectant bien sûr les uns et les autres. Eh bien, on n'a pas à tergiverser. Quand la décision est prise, elle est prise et on la met en application. Ça veut dire que et on s'honore, même si les opposants sont mécontents, mais on s'honore de respecter sa signature. Et sa parole. Sa parole. Ça veut dire que dans 50 ans, on parlera encore de la 45 qui ne s'est jamais faite. Moi, j'en parlerai plus, ça c'est sûr. Nous non plus, je pense. Une autre chose que j'ai notée en cherchant un peu sur vous, vous avez aussi parlé aussi de la taxe d'habitation qui va être supprimée. Donc vous êtes un, on va pas dire pro, mais vous soutenez Macron, et pourtant il va vous enlever encore de l'argent dans les communes.
Oui, mais bon, c'est toujours pareil. Là, cette fois, je suis pas pro, hein, parce Non, que mais j'avais pas le sont terme, encore, ce sont encore les communes. Non, mais je suis pro, par exemple, pour des décisions prises comme pour Notre-Dame-des-Landes. Une bonne fois pour toutes, on a pris une décision. Elle convient pas, mais on prend une décision. On arrête de tergiverser. On laisse pas propager des zonards dans des zones. Les plus mécontents, c'était les gens qui habitaient dans le secteur, hein, les braves gens qui habitaient le secteur, qui se trouvaient complètement cadenassés avec des personnes qui n'avaient rien à faire dans le site. Hein. Bon, c'est un autre problème. Si j'ai bien compris, ils vont déménager, ils vont arriver sur la Talaudière. Oui, ça c'est autre chose. Grand bien leur en face. Simplement, la suppression de la taxe d'habitation, ça va frapper encore une fois les villes les plus faibles, les plus pauvres. Nous, on est une ancienne cité minière. Les cités minières sont les villes les plus pauvres. Elles restent les plus pauvres. On n'a jamais eu l'usufruit du travail du sous-sol, puisqu'on n'en avait pas, ça ne nous apportait pas des impôts nouveaux. On a simplement perdu des amis, des familles, par la silicose, par des accidents causés par le grisou. Et puis, on a eu des maladies professionnelles fortes. On a eu des paysages complètement dégradés. Voilà l'héritage que l'on a, et maintenant on a même un plan de prévention des risques miniers. C'était encore une mesure discriminatoire pour nos communes. Et c'est pour ça que je lutte contre ces... Oui, je suis un homme en lutte aussi, hein, ça arrive. Il y a pas... C'est pas l'apanage de certains. Je crois qu'on est toujours en lutte contre quelque chose et pour un monde meilleur. Ben moi j'estime qu'on ne nous réserve pas forcément le monde meilleur dans notre vallée de Londaine, ni dans les communes qui ont été touchées durement par l'exploitation du charbon. Justement, vous la voyez comment, cette vallée de Londaine dans le futur? Est-ce que c'est un pôle qui va se recentrer, je ne sais pas moi, sur le tourisme, sur de nouvelles industries peut-être plus technologiques, je sais pas. Il y a déjà des entreprises. Oui, mais il y en a un peu partout, donc c'est parce qu'à Saint-Étienne, on a un moteur, mais non, c'est le design. Est-ce que la vallée de Londaine, on peut parler d'un pôle spécifique, ou alors ça sera une multitude de choses qui assemblées feront un résultat? Écoutez, pour reprendre le langage un peu purement stéphanois, enfin de la région, à Saint-Étienne, enfin dans la région, on est un peu Beausaigne. On est un peu Beausaigne, c'est-à-dire qu'on est beaucoup Beausaigne. On a ce côté négatif tout le temps. Voilà, on a toujours ce côté négatif. Et oui, de mon temps, il y avait Creusot-Loire. Ouais. Et oui, de mon temps, il y avait les mines. Et oui, de mon temps, il y avait Manu-France. Quelles sont les régions qui n'ont pas souffert de la suppression d'emplois? Regardez dans le Nord, Valenciennes et autres, ils ont souffert la même chose. Même Lyon, il y a beaucoup de reconversions. Berlier n'existe plus, c'est la 9e, mais c'est très petit. On a su s'adapter. Je rappellerai quand même aux auditeurs de Loire FM que nous sommes quand même la 2e région forte, après l'Île-de-France, sur les petites et moyennes entreprises. La Loire est très forte et très puissante dans ce domaine. Regardez le textile médical, on est les pionniers au niveau national. Regardez la recherche, on est d'excellentes entreprises. On a des fleurons sur lesquels on ne parle pas souvent. Focal, Gibaud, Tuan, on a des entreprises de pointe qui sont vraiment au niveau national les meilleures. Simplement, on a tendance de parler de ce qui ne marche pas par rapport à ce qui marche bien. Vous en avez parlé tout à l'heure aussi. Il y a Casino aussi, qui est un. Il y a Casino, c'est quand même un fleuron de la distribution qui est stéphanois. Voilà, même si ça a un peu évolué les parts, je pense. Oui, mais bon, c'était une nécessité. Je crois que on est tous. On ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, mais je crois qu'il faut que les Ligériens soient fiers de leur pays, de leur région. Moi, je suis très fier d'habiter le Chambon, je suis très fier de la Loire, et j'espère que pouvoir être entendu et écouté, parce que on a de belles choses, on a de belles réalisations, même si on a eu quelques échecs aussi. Jean-François Barnier, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié d'évoquer? Quelque chose qui vous tenait à cœur de dire à nos auditeurs de Loire FM? Je pense que c'est le côté solidaire. Je crois qu'il faut être solidaires les uns les autres, solidaires dans l'action. D'une mairie à l'autre, on est solidaire, sans regarder l'étiquette politique. Il faut que l'on soit. On est solidaire avec son voisin. Nous, on est solidaire aussi avec le monde du handicap, puisque le Chambon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 9 structures qui accueillent des handicapés.
La solidarité, c'est quelque chose qui est important, mais une solidarité, mais aussi un mot que j'aime bien aussi, c'est aussi liberté, égalité, fraternité, et ça, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. C'est pas tous les pays du monde qui peuvent dire « je vis en liberté, en égalité, en fraternité », et je rajouterais un terme qu'on oublie un peu trop, en laïcité aussi, parce que la laïcité est le ferment de la vie chez nous, et qu'elle garantit toutes les libertés, mais en même temps, elle les limite aussi quand elle déborde justement le cercle de la laïcité. Jean-François Barnier, merci beaucoup d'être venu nous voir dans cette Merci émission Rendez-vous avec la politique. On se donne rendez-vous dans 2 ans pour les prochaines municipales. On viendrait nous voir pour nous dire si vous êtes candidat ou pas. On verra. On verra. On a juste oublié de parler un peu de la Fédération des maires de la Loire. J'ai noté qu'il y avait un rendez-vous, que c'était fin avril. Le 27 avril, c'est Voilà. vrai qu'il y aura l'Assemblée Générale des maires de la Loire à Montbrison, à Saint-Galmier. à Saint-Galmier, Voilà. excusez-moi, à Saint-Galmier, à l'hippodrome, avec un invité d'honneur, puisque ça sera Michel Barnier, mon homonyme, qui est le négociateur en chef du Brexit, et qui nous parlera un peu d'Europe, parce que si quelqu'un peut parler de l'Europe à Bruxelles, c'est bien Michel Barnier. Merci beaucoup en tout cas. On se retrouve nous la semaine Merci à prochaine vous. pour un nouveau rendez-vous avec la politique. Ce sera Yves Nicolin, le maire de Roanne.